Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et moi, ce que je dis aux jeunes qui voudraient faire la recherche ou n'importe quoi d'autre, Oui. c'est juste soyez passionnés, motivés. Si vous avez envie de faire, faites-le. Vous n'êtes pas handicapé de départ, quoi. Tout le monde a la possibilité de faire des choses du moment que vous avez envie. Alors bonjour tous mes amis. Aujourd'hui je suis très très heureux, très fier même d'avoir avec moi un invité exceptionnel. Il va nous raconter des histoires exceptionnelles sur lui-même, sur la science, sur les choses qu'il fait. Aïdjo Ayouba. Aïdjo Ayouba, un chercheur de l'IRD Montpellier et bien d'autres, il a plusieurs casquettes. Il va nous raconter son expérience et son aventure humaine dans cette chose qui s'appelle la recherche. Aïdjo, bonjour. Bonjour Mohamed, Comment allez-vous? Ça va? ça va, merci. En tout cas, merci pour l'invitation, pour partager une tranche de temps avec toi et tes auditeurs. Merci beaucoup Sidi, comme on dit. Alors, Aïdjo, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Aïdjo Ayouba et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors, Aïdjo Ayouba est un chercheur en virologie à l'Institut de recherche pour le développement dans une unité de recherche qui s'appelle Transvumi, qui travaille sur des maladies infectieuses. C'est l'unité à laquelle j'appartiens, travaille, comme je l'ai dit, sur des maladies infectieuses. Et souvent, ces maladies infectieuses sont tropicales. Et donc, le travail n'est pas simplement dans un laboratoire du Nord, il se passe aussi dans les laboratoires du Sud. Alors, mon terrain de travail, comme on dit dans le jargon, c'est en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Et c'est le Cameroun, c'est la RDC, c'est la Guinée-Conakry. Ok. Le travail consiste à former du personnel, à mettre en place des outils de pointe qu'on trouverait dans un laboratoire du Nord en France, par exemple, Mhm. pour être au plus près des problèmes d'émergence, des maladies émergentes, des problèmes de santé, des problèmes qui concernent les gens à l'endroit où ils se trouvent, pour pouvoir répondre le plus rapidement possible. Alors, dans cette atmosphère mondiale de pandémie, de Covid, etc., quand tu dis maladie infectieuse, c'est quel genre de maladie, par exemple? Quel genre de virus dans l'équipe? Alors, Oui. pardon de t'avoir interrompu. Alors, initialement, c'était le VIH-Sida qui restait toujours une pandémie. Et puis ensuite sont arrivées des maladies un peu plus dangereuses, si j'ai pu m'exprimer ainsi, parce que plus transmissibles et plus mortelles s'il n'y a pas d'intervention, comme le virus Ebola. Donc, récemment, c'est sur cette pathologie-là que je travaille au Congo lors des épidémies de 2017, 2018, 2020, et puis aussi en Guinée avec la terrible épidémie de 2014-2016 qui a fait plus de 11 000 morts au cours de ces laps de temps-là. Donc, maladie extrêmement transmissible, mais pour lesquelles il y a des moyens de combat qui aujourd'hui commencent à apparaître. Quand on dit qu'elles sont plus dangereuses, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire plus dangereuse? Qu'est-ce que ça veut dire plus transmissible? C'est quoi la différence majeure? Alors, pour le cas, donc les pathogènes dans le monde scientifique et biomédical, les pathogènes sont classifiés en classes. Donc, il y a des pathogènes de classe 1, 2 et la classe la plus élevée, c'est la classe 4. Dans cette classe 4, on trouve des virus comme le virus Marburg, le virus Ebola, les virus des fièvres hémorragiques Congo, l'anthrax, ainsi de suite. Alors, ces pathogènes de classe 4 sont travaillés dans des laboratoires de très haut confinement. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde Okay. pour faire des recherches, tout ça, parce que ces pathogènes sont extrêmement transmissibles et ils ne sont pas seulement extrêmement transmissibles, ils sont aussi à très haute létalité. Par exemple, le virus Ebola, s'il n'y a pas de traitement pour la souche la plus commune, la souche Zaïre, Mhm. sur 100 personnes infectées, elle peut en tuer de 70 à 90%.
c'est énorme. C'est vraiment du nettoyage, quoi. Donc, c'est un virus, non seulement il est contagieux par contact Ok, ou par des vomissures, par, euh, par, des- par contact avec la personne infectée par le sang, oui, et oui. donc hautement transmissible par contact et hautement létal s'il n'y a pas de traitement. Et, Il y a des virus qui sont très transmissibles et qui ne sont pas très mortels. Par exemple, le virus de la rougeole, il est très, très transmissible, mais il est moins mortel que ouais. le virus Ebola en cas d'infection. Et, toujours parce que ce monde-là, je pense qu'il est, je suis sûr, il est très fantasmagorique par rapport aux gens qui ne le côtoient pas tous les jours. Donc, est-ce que c'est toujours, est-ce qu'on peut recruter facilement des chercheurs pour travailler sur ce genre de pathologie? Est-ce que les gens sont volontaires pour aller dans les laboratoires P3 et dans les laboratoires, c'est pas vraiment des P3, j'imagine, c'est encore plus C'est des sécurisé. P4, ouais, c'est P4, ouais. Ouais. Donc, Et on en trouve facilement ce genre euh, mais c'est des risques à prendre, il y a des procédures à respecter. En tout cas, c'est très contraignant, d'une part parce que on se met en danger quand on travaille là-dessus, mais on peut aussi mettre en danger les autres si on ne respecte pas toutes les précautions. Donc, en dehors du fait qu'il peut y avoir des volontaires, il y a des volontaires pour travailler, il faut bien des volontaires pour travailler pour essayer de comprendre ces maladies et pour soigner les gens. On trouve des candidats, mais évidemment, il faut fortement les sélectionner parce que c'est vraiment un travail dans des conditions très contraintes, quoi. Vous imaginez, quand on nous demande de mettre les masques pour éviter la COVID-19, c'est des masques comme ça, là. Oui, oui, oui. Et les gens trouvent que c'est contraignant parce que ça fait des buées, parce qu'on ne respire pas bien. Mais les masques pour travailler en P3 ou en P4 sur des pathogènes, c'est autre chose encore. C'est des FFP2, on met double blouse, on met double gants et on est dans une atmosphère de confinement avec une pression négative. Et donc, c'est quand même relativement pénible, quoi. Oui, le travail du scientifique, il est parfois très, très pénible. Et du coup, là aussi, une autre question qui me vient à l'esprit par rapport aux laboratoires P4 tu as dit toi-même, qui ne sont pas nombreux dans le monde. Est-ce qu'on a en Mm. Afrique des laboratoires P4? Oui, on en a un en Afrique du Sud, on a un au Gabon, à Franceville. Ça, c'est des P4 classiques. Ensuite, il y a des laboratoires, des enceintes amovibles type Vickers ou des P4 amovibles pour les réponses aux épidémies. Oui, Donc, c'est des petits laboratoires P4 entre guillemets qu'on peut déplacer sur le théâtre d'épidémie où tout est contrôlé comme dans un vrai P4, mais c'est vraiment très petit, quoi. Donc, on a une pièce qui est à accès restreint et dans cette pièce-là, on met ces petits modules, pardon, qu'on déploie pour les activités diagnostiques. On ne fait pas de culture de virus ou des choses comme ça dans ces modules amovibles. C'est juste pour le diagnostic, pour confiner et éliminer les risques. Dans les P4 normaux, comme on en trouve en Afrique du Sud ou à Franceville au Gabon, on peut aussi faire des cultures pour pouvoir identifier d'un point de vue biologique les sources virales qu'on suspecte. est-ce qu'il y a des collaborations intra-africaines entre les instituts Pasteur, euh, entre eux-mêmes, africaines, sans passer par Hmm? Pasteur Paris? Par Paris? Oui. Est-ce qu'il y a des collaborations entre les instituts Pasteur en Afrique avec d'autres institutions qui ne sont pas pasteuriennes? Au niveau Pasteur, il y a ce qu'on appelle le réseau des instituts Pasteur. Donc, il y a l'Institut Pasteur de Paris et puis tous les autres, dont l'Institut Pasteur de Tunis. Et il y a des collaborations nord-sud et des collaborations sud-sud. C'est-à-dire les instituts peuvent travailler entre eux. Et par exemple, à Yaoundé, là, il y a un centre Pasteur, c'est un institut associé à l'Institut Pasteur qui, pour certaines de ses activités, travaille avec l'Institut Pasteur de Dakar sans passer par Paris. Ok. Et tu as comme ça beaucoup d'autres exemples. Et bien évidemment, ils ne sont pas obligés de travailler dans le cadre d'un projet que nous commençons là, qui s'appelle AfroScreen. Il y a des instituts Pasteur, mais il y a aussi des équipes de l'IRD et de l'INSERM ANRS MIE qui travaillent ensemble et avec aussi des structures nationales africaines. Ça, c'est totalement transversal et ouvert et il n'y a pas
il n'y a pas de cloisonnement nord-sud. Tu parles avec beaucoup de passion. Et ça m'amène une autre question maintenant. C'est comment ça se fait que tu te retrouvais à faire le métier de chercheur? Est-ce que c'était un concours de circonstances ou c'était vraiment un amour comme ça ou un rêve que tu suivais depuis le début? Est-ce que d'abord tu as fait tes études en France, en Afrique, au Gabon, à Conakry peut-être, ou pour les gens qui ne te connaissent pas, tu viens d'où? Oui. C'est une longue histoire, je vais essayer d'être bref. Ma passion pour la recherche, elle remonte à l'âge où j'avais 8 ans. Je posais beaucoup de questions et une chose m'avait frappé et on n'avait pas voulu me répondre. Avec le recul, je comprends pourquoi. Je voyais des amis, des enfants dans le village où je suis né et je comprenais qu'un enfant puisse ressembler à sa mère et je ne comprenais pas qu'il puisse ressembler à son père. Donc, j'ai demandé à mes parents, mais comment se fait-il que cet enfant ressemble à son père? Et je revois encore les regards de mes parents qui se changent et ils ne m'ont pas répondu. Ils disent, oui, un enfant peut ressembler à son père, mais ils ne m'ont pas dit pourquoi. Après, j'ai compris pourquoi ils ne pouvaient pas expliquer à un enfant de 8 ans comment est-ce qu'un enfant pouvait ressembler aussi à son père parce qu'il y avait échange de matériel biologique, de la génétique, tout ça, mais ils ne pouvaient pas me dire ça à moi, surtout que c'était mes parents. Ok. Et donc, je posais beaucoup de questions et au fil du temps, ça a continué comme ça et ça a toujours, vraiment, la recherche a toujours été ce que je voulais faire. Et puis, il s'est trouvé que j'avais la possibilité de le faire. Et donc, j'ai fait mes études au Cameroun où j'ai fait jusqu'au bac. Et à partir de là, j'ai obtenu une bourse du gouvernement pour aller étudier en France. J'ai fait toutes mes études supérieures en France, en particulier à Toulouse, j'ai passé ma thèse. Et puis ensuite, j'ai fait un postdoc à l'Institut Pasteur et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes exceptionnelles dont elle n'était pas encore prix Nobel, mais c'est venu après, prix Nobel de médecine 2008, le professeur Françoise Barré-Sinoussi. Et bon, voilà, c'est parti comme ça. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, quoi, parce que ce n'était pas écrit d'avance. Et je pense que si on a la motivation, si on a l'envie et qu'on a l'opportunité, c'est toujours possible pour tout le monde, ou quel que soit l'endroit où on est né, parce que moi, je suis né dans un village de 500 habitants où il n'y a ni eau ni électricité, qu'on ne pouvait même pas placer sur la carte. Et pourtant, comme j'ai voilà, des opportunités à saisir, je les ai eues et voilà, je suis là. C'est un témoignage extraordinaire. C'est un témoignage qui va aussi me ramener à ma question fondamentale philosophique. C'est, penses-tu, Aïdjo, que le travail de chercheur, il a une certaine utilité? Est-ce que quand tu te lèves le matin, est-ce que tu penses que ton travail, il a de l'utilité quelque part? Oui, je pense que au XVIIe, XVIIIe siècle, les chercheurs, ils avaient tous des particules, les scientifiques, pratiquement tous avaient des particules. C'était comme une sorte d'oisiveté, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de nécessité particulière, qui s'adonnaient à la science, à la littérature et tout ça, et qui écrivaient des poésies, qui faisaient de la science. Maintenant, la science est un peu plus démocratisée, elle est ouverte à tout le monde, mais elle a aussi des devoirs. Et je pense que la science a une utilité collective, une utilité aussi individuelle. Et même si, comme tu parles de philosophie, il y a pas forcément de téléologie, mais je pense quand même qu'il faut une certaine finalité à ce qu'on fait. Et c'est pour ça que moi, le type de recherche que je fais, ça me passionne beaucoup de faire de la recherche purement fondamentale, d'émuter les gènes, de voir ce que ça fait, et ainsi de suite. Mais je pense que dans l'immédiat aussi, on a besoin de faire des choses qui ont une utilité immédiate, quoi. Et c'est pour ça que, par exemple, là, dans le cadre de ma mission en ce Oui. moment au Cameroun de renforcement des capacités, ça peut permettre au laboratoire, le pays, à mieux surveiller la circulation des variants du SARS-CoV-2 avec les outils que nous mettons en place. Et je pense que ça a une utilité immédiate en santé publique et pour les communautés. C'est extraordinaire. Alors, Aïdjo, peut-être un dernier message pour les gens qui nous suivent, pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les jeunes qui veulent faire ce métier qui peut-être n'est pas un, parce que finalement c'est aussi un hobby quelque part. Alors, un message pour cette euh, frange de la population, pour ces personnes, pour ces futurs prix Nobel peut-être. Alors, j'ai un message, c'est collé dans mon bureau à Montpellier. C'est c'est un texte, pas un texte, c'est un mot de Jacques Brel qui dit, le talent, ça n'existe pas.
Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et moi, ce que je dis aux jeunes qui voudraient faire la recherche ou n'importe quoi d'autre, Oui. c'est juste, soyez passionnés, motivés. Si vous avez envie de faire, faites-le. Vous n'êtes pas handicapé de départ, quoi. Tout le monde a la possibilité de faire des choses du moment que vous avez envie. Et c'est ça qui fait la différence. Que dire de plus? Que dire de plus? Sur ce, je t'embrasse beaucoup. À tous les autres, je dis Merci. à très bientôt pour de nouvelles interviews avec de nouvelles invités extraordinaires. Et bye bye. Merci, Mohamed. À bientôt. Au revoir.